Bonjour à toutes et à tous. C'est Nicolas qui paye. Bon, alors, vous avez sans doute entendu cette expression, vous l'avez lue, et ça commence à monter en température. Alors, si vous ne savez pas, Nicolas qui paye, c'est une expression pour dire, finalement, les Français payent la facture en tout et pour tout. Alors, attention, quand ils ont sorti cette expression Nicolas qui paye, tout de suite, évidemment, vous en avez qui ont sorti, ouais, Nicolas, c'est quoi? C'est un blanc, donc ça veut dire que le propos il est raciste envers les étrangers, etc. Envers l'immigration, envers les Français issus d'immigration, envers la diversité, etc. Non, l'expression Nicolas qui paye met en évidence et accuse l'argent jeté par les fenêtres, accuse l'argent mis dans de la subvention pour financer des gens aux frais de la princesse. Voilà ce que veut dire Nicolas qui paye. Sauf que là, il y a apparemment un mouvement qui commence à se structurer autour de cette expression. Et on a l'impression que quelque chose est en train de se passer, un peu comme ça s'est passé avec les Gilets jaunes. Souvenez-vous, les Gilets jaunes, c'est né d'un mouvement de protestation, de contestation par un signe distinctif, c'est-à-dire mettre le gilet jaune sur le tableau de bord de votre véhicule. Et c'est de là que c'est parti. Et c'était parti du fait que le prix de l'essence commençait à devenir trop cher. Et après, ça a fait boule de neige. Et bien là, très clairement, avec Nicolas qui paye, il y a un risque que ça refasse boule de neige. Et surtout en ce moment. Surtout en ce moment où... là, on a cette affaire, je vous en ai parlé, des 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises, dont la grande majorité de ces entreprises, finalement, n'ont pas ou n'ont quasiment rien donné en échange. Au contraire, elles ont fermé des unités, elles ont délocalisé, elles ont licencié et fait du licenciement de masse. Bayrou, avec son budget 2026, qui doit passer au vote normalement au mois de septembre, avec les fameux 2 jours de fériés supprimés. C'est-à-dire vous allez travailler. Mais attention, ça sera comme le lundi de Pentecôte, ils ont l'intention de faire la même chose, c'est-à-dire vous travaillez mais votre salaire vous ne le touchez pas. Le salaire il va dans une cagnotte. Alors, à l'époque, 2003, grande canicule, plein de petits vieux qui sont morts, etc. On a fait la journée de solidarité où on a travaillé gratos, c'est-à-dire notre salaire partait dans une caisse pour subventionner, pour aider l'amélioration, la restructuration, la modernisation de lieux, plus particulièrement pour les personnes âgées, l'installation des climatisations, etc. Apparemment, il y en a depuis que ça a été mis en place, ils ont récolté plus de 60 milliards. Sauf que les 60 milliards, ils sont passés où? Parce que malheureusement, il y a encore des EHPAD où c'est le bordel. Vous avez encore des maisons de retraite qui n'ont pas la clim. Donc, il y a un moment donné où la question légitime des Français, et ce n'est pas uniquement que ça, c'est aussi pour beaucoup de choses, c'est on paye, solidarité, toujours plus, pour un résultat qui est 0. Alors après, le problème, on va être d'accord, ça dépend qui. Il est évident que celui qui a monté une petite association, il est content de toucher les subventions de l'État chaque année, surtout s'il a bien monté son petit truc de telle manière à ce qu'en réalité son association ne serve à rien, ou brasse du vent. Mais voilà, comme ça justifie l'existence même de l'association. Tout comme l'État a conçu des mouvements, des groupes de réflexion qui en réalité te pondent des rapports qui coûtent la peau du cul. On se demande déjà en plus si c'est vraiment des rapports qui sont faits en interne et qui n'ont pas été achetés à McKinsey ou compagnie. Donc il y a un moment donné où les Français ont la légitimité, à un moment donné, de se poser la question, mais où va l'argent ? Là, c'est pareil, la surfacturation. Je veux dire, c'est une monnaie courante avec le service public, on le sait.
On le sait que des entreprises de BTP qui travaillent pour des projets ou des constructions pour le bien public, avec de l'argent public, il y a de la surfacturation. C'est Combine et Coco, c'est Magouille et compagnie, c'est Pot de Vin, c'est Dessous de table. On les connaît, les pratiques. Certains d'ailleurs sont tombés à cause de ça. Mais pour un qui tombe, combien il y en a qui continuent à croquer? Le système étatique est tellement opaque qu'en réalité on ne sait pas où va l'argent. Que quand vous avez des gens qui font des repas fastueux, mais avec quel argent? Avec l'argent des caisses spécialisées, on a un budget représentation, on a un budget, etc. Oui, mais le budget, l'argent, il vient d'où? Il vient d'un budget global qui a été voté par le conseil municipal, par l'Assemblée nationale, ok? Mais l'argent, il vient d'où? C'est des emprunts. Mais tout ce que payent les Français, tout ce qui est taxes, TVA, impôts et compagnie, l'argent il va où alors? Il sert à rembourser les intérêts des dettes. Donc, à un moment donné, si on fait que rembourser de la dette, il n'y a pas un moment donné où les gens vont peut-être commencer à faire des économies, éviter de jeter l'argent par les fenêtres. Mais non, surtout pas. Surtout pas, parce que vous avez les poteaux, vous avez les copains, vous avez des réseautages qui se servent dans la caisse. Par contre, vous payez 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Moi, je prends un truc simple, que je suis connu. Quand vous allez au cinéma, vous achetez une place de cinéma, il faut savoir qu'il y a 40% en moyenne qui va à l'exploitant, c'est-à-dire à la salle de cinéma. Vous avez 40% qui va au distributeur, qui rétribue ensuite aux producteurs, etc. Mais vous avez 20%. 20%, c'est un conglomérat de taxes spéciales, de SACEM, de fonds communs, du CNC, du Fonds commun européen. Et ces fonds-là financent des films français. Alors évidemment, ils ne financent pas en intégralité. C'est un apport financier. Puisque vous avez des maisons de production. Mais les maisons de production, moi il y a un moment donné, je me pose des questions. Là, actuellement, vous avez quelques films français qui sont mis un petit peu au pilori parce que on en a fait la promo, mais les films, sur leur première semaine d'exploitation, n'ont fait que 7, 8 ou 9 spectateurs par séance. Par séance. Sur une semaine. C'est des films qui ont coûté quand même quelques millions. Et parmi ces millions, il y a souvent 10, 20 ou 30% où c'est de l'argent public. Et attention, quand je dis 30%, c'est pas que de l'argent qui vient du CNC. C'est de l'argent qui vient de la région, du département, de la collectivité locale. Regardez un générique d'un film français, allez jusqu'à la fin et vous verrez les remerciements. Vous verrez qui a payé avec de l'argent public pour un résultat des fois qui est... Mais le problème, c'est que tout ce système a été installé depuis 40 ans pour sauver le cinéma français. Pour conserver, préserver l'exception culturelle. Oui, on peut préserver l'exception culturelle, mais ça veut dire qu'on n'est pas obligé quand même de produire 300 films par an. Mais en réalité, cet argent, il sert à faire travailler des gens du cinéma. C'est-à-dire qu'à la limite, le film, ils en ont rien à foutre. Ça permet de financer une micro-entreprise éphémère où tout le monde va se sucrer dessus. Ça va permettre de sortir des gens des prestations sociales, des intermittents du spectacle, de les faire bosser
je sais pas, 3 mois, 4 mois, 6 mois, et puis au bout de 6 mois, hop, ils repartent au chômage des intermittents du spectacle. Pendant 4, 5, 6 mois, et puis hop, on leur retrouve un boulot, tiens, il y a un film qui se fait, machin, etc. Hein? Mais au final, ces films ne sont pas rentables. Ces films ne gagnent pas d'argent. Alors la question qu'on se pose, évidemment, souvent dans la profession, mais les producteurs, quand ils produisent ce genre de films, comment ils se rattrapent? Ben souvent, ils se rattrapent sur les ventes à l'international. Quand ils réussissent à vendre le film à l'international. Je dis bien quand ils réussissent. Mais souvent, ils réussissent aussi à compenser l'investissement initial en intégrant des télévisions. Bah oui, parce que Canal+, TF1, M6, ce sont des chaînes qui ont leur propre société de production cinématographique. Et qui, en plus de ça, coproducteurs, mais aussi, au passage, signent un accord, un contrat d'exclusivité pour la diffusion télé. Gling gling. Mais de toute façon, moi je prends toujours cette référence pour faire comprendre aux gens l'arnaque. Vous vous souvenez, en 2008, il y a eu une crise financière. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de banques qui se sont pété la gueule, qui ont fait faillite. Mais vous avez ce qu'on appelle les too big to fail. C'est-à-dire ce sont ces sociétés, ces entreprises qui sont tellement ramifiées dans beaucoup de domaines que leur faillite, c'est un effondrement, c'est un chaos systémique. D'où l'expression une banque systémique, une assurance systémique, une entreprise d'investissement systémique, parce que c'est des entreprises qui ont tellement d'investissements en tout et pour tout que si elles font faillite, et vous avez l'exemple d'une compagnie d'assurance, une grosse compagnie d'assurance aux États-Unis qui s'appelle AIG. AIG était au bord de faire faillite en 2008. Mais l'État fédéral a mis la main à la poche avec l'argent du contribuable. Fallait sauver AIG. Pourquoi? Parce que AIG, c'est un assureur, mais c'est un assureur qui assure à la fois les ports maritimes, mais aussi les aéroports internationaux. AIG qui fait faillite, tout ça est obligé de fermer en attendant de trouver un nouvel assureur. Or, vous comprenez qu'un port maritime ou un aéroport qui ferme ne serait-ce que 24 heures ou 48 heures, ce sont des millions et des millions de dollars qui partent en fumée. Donc, économiquement, c'était pas possible. On ne peut pas se permettre de fermer 1 ou 2 ou 3 jours ce genre de truc parce que derrière, c'est toute l'économie qui s'effondre. Mais l'État fédéral, qui a aidé une multitude de banques, d'assurances qui ont trempé dans ces affaires de crédit défaut swap. L'État fédéral a dit « Ok, on vous aide, on vous renfloue, mais par contre, on vous fait cadeau d'intérêt, mais vous remboursez ce qu'on vous a donné. » Et jusqu'en 2012, 2013, jusqu'en 2014, quasiment toutes les entreprises qui ont été aidées par l'État fédéral ont remboursé jusqu'au cent près ce que l'État fédéral leur a donné. En France, Sarkozy, non seulement il a utilisé l'argent du contribuable, mais en plus de ça, il a vendu, je crois, 400 tonnes d'or pour renflouer les banques et les assureurs. Sans contrepartie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des banques comme la Caisse d'épargne, enfin pas la Caisse d'épargne, parce que la Caisse d'épargne, je crois qu'eux, ils font que de la banque de dépôt, je crois qu'ils ne font pas de l'investissement. Mais tout ce qui est Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Lyonnais, ces banques, elles ont un pouvoir sur votre argent, alors que normalement, elles seraient redevables du citoyen. Eh bien non, en fait. Non seulement ces banques ont été renflouées avec votre argent, mais en plus, elles s'autorisent maintenant
à dire ou à vous donner l'ordre de faire de votre argent ce qu'elle a décidé de vous autoriser de faire de votre argent. C'est quand même incongru. Et ça passe. Donc après, quand on vous dit les complotistes, il n'y a pas de coulisses au niveau de l'Élysée, les financiers... Non, bien sûr. Vous savez, c'est comme la liste Epstein. Hein, je vous en ai parlé. Il faut savoir que là, ça commence un petit peu à secouer, là. Je vous ai dit dans la précédente vidéo que là, ils essayaient de détourner un petit peu l'attention en essayant de s'attaquer à Obama. On ne sait pas ce que ça va donner, mais apparemment, il y a des bruits de couloir qui disent que c'était soit Obama, soit les Clinton. Bon, apparemment, Trump serait plutôt à vouloir taper plutôt Obama que Clinton. Et finalement, est-ce que Obama va pas servir de fusible ? Donc, Nicolas, il paye. Nicolas, il paye pour le migrant qui vient en France, à qui il faut donner le gîte et le couvert. Nicolas, il paye pour toutes les prestations sociales dont bénéficie une certaine catégorie de personnes. Alors, attention, hein, je précise bien, à tort comme à raison. Hein, une femme célibataire, une mère célibataire avec un enfant, je trouve normal qu'elle puisse être aidée. Comme le père célibataire. S'il a un enfant, surtout les enfants en bas âge, qu'il puisse être aidé financièrement, là-dessus, je n'ai aucun problème. Que les familles modestes, que les familles qui sont dans la difficulté diverses et variées, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes de chômage ou trucs comme ça, qu'ils soient aidés, je n'ai aucun problème là-dessus. En revanche, quand vous avez dans un foyer plusieurs dizaines de personnes qui vivent dans une même maison, dont la plupart sont en capacité de travailler, mais sont le bel argument pour jongler sur l'aspect de la famille nombreuse pour pouvoir toucher de la prestation sociale. Là, il y a un problème. Alors, évidemment, il y en a certains qui vont vous dire « Oui, mais c'est un droit ». Oui, mais c'est ça le problème. C'est que dans le système social français, on a créé beaucoup de droits. Mais on a créé beaucoup de droits à une époque où on avait quand même des gens relativement honnêtes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de fraude à l'époque, mais c'était beaucoup moindre. Alors qu'aujourd'hui, il y en a très clairement dont c'est un sport national de frauder. Je veux dire, on a eu l'affaire avec l'Algérie. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on n'en entend plus parler maintenant. Limite, c'est passé comme une lettre un petit peu à la poste. Alors que le problème n'est toujours pas résolu. Je veux dire, le gouvernement algérien n'a toujours pas payé la facture de ses ressortissants qui viennent se faire soigner en France. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, faut se poser les bonnes questions. Sauf que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous avez un gros bashing qui est en train de se produire de la part de petits gauchistes qui sont en train d'attaquer tous les gens qui utilisent le terme « c'est Nicolas qui paye » pour les traiter de quoi ? Je vous le donne en mille. De racisme, évidemment. Puisque l'expression « Nicolas qui paye », c'est l'extrême droite. C'est une création, c'est une invention de l'extrême droite. Il y a un moment donné où les gauchistes, il va falloir qu'ils comprennent une chose, c'est que tout ce qui ne leur plaît pas
de l'étiqueter systématiquement d'extrême droite, il y a un moment donné où non, ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, mais en plus de ça, ça peut pousser des gens à une frustration de se penser ou de penser que ce qu'ils font, de ce qu'ils réclament, de ce qu'ils contestent est légitime, mais parce que ça ne plaît pas à un courant idéologique, ce courant idéologique s'autorise le droit de te traiter de raciste, d'extrême droite. Il y a un moment donné où tu as une gamine qui va traiter quelqu'un d'extrême droite, la personne elle va commencer à avoir le sang qui bouillonne et elle va se prendre une baffe. Alors oui, on entendra toujours « la violence ne résout rien ». Ouais, sauf que ça fait depuis 40 ans qu'il y a des gens qui jonglent sur cet aspect de « la violence ne résout rien ». Pour justement se poser la question si ces gens, s'ils avaient eu un petit peu des coups de pied au cul ou s'ils s'étaient pris un petit peu des baffes, peut-être que ça leur a mis un petit peu les idées en place. Non ? Bam. Ce que je dis. Donc Nicolas qui paye, Nicolas il va continuer à payer. Il va continuer à payer parce que de toute façon, plus ça va, plus vous vous enfoncez dans un marasme, dans une manipulation idéologique, politique, brassé d'un ensemble d'abrutis, de crétins, d'hypersensibles, qu'on met de l'huile sur le feu pour les pousser, eux, à être violents, à être insultants, à être provocateurs. Avec ce petit comportement assez assez irréel. J'ai Rousseau, par exemple. Je mets aujourd'hui Rousseau quand elle parle, mais vous avez envie de lui dire, mais t'as quel âge? Mais là encore, c'est le genre de nana qui se planque derrière le fait qu'elle a été victime de harcèlement sexuel ou de trucs comme ça. Ouais, mais c'est pas parce que t'as été harcelé sexuellement que ça t'autorise à être une conne. Ça t'autorise à faire chier le monde. Et à dire des conneries. Et même ça, je veux dire, ah oui, mais ça prouve que, MeToo. Non, mais il y a un moment donné où il faut faire la part des choses entre les gens qui sont des victimes sincères, authentiques, et qu'il faut protéger, et pour lesquels il faut lutter contre ce pourquoi elles ont été victimes, et des gens qui instrumentalisent ces mouvements et ces sensibleries à des fins idéologiques. Et finalement, faire taire tout débat parce que t'as pas le droit de débattre. Tu peux pas débattre avec ces gens-là parce que si tu débats, t'es d'extrême droite. T'es un macho, t'es un petit blanc patriarcal. Ça aussi, il y a un moment donné, j'ai envie de dire, ces gens, très souvent, ils font un petit peu abus de certaines substances illicites. Malheureusement, ils font aussi abus de la connerie. Ceci dit, souvenons-nous ce que disait Audiard, les cons, ça ose tout, et c'est justement à ça qu'on les reconnaît. Et force est de constater que de nos jours, je pense que cette expression prend tout son sens. Sans être péjoratif par rapport à tel ou tel camp. Je pense que malheureusement, on le voit bien du côté de la droite aussi. Il y a des perles. Mais de toute façon, aujourd'hui, que ce soit Nicolas qui paye pour faire prendre conscience aux Français qu'il y a peut-être un moment donné où il va falloir arrêter d'arroser tout le monde et tout et n'importe quoi, et d'aller plutôt à l'essentiel. Là, aujourd'hui, voilà, on le voit, on le constate. On est en train de voir des gens qui commencent à vous dire « T'as pas le droit de penser ça, t'as pas le droit de le dire, sinon t'es facho. Sinon t'es d'extrême droite. » Et voilà.
C'est une hégémonie idéologique qui dicte la bien-pensance. Je veux dire, en ce qui concerne l'argent public, regardez France Télévisions. Ernotte qui a été renouvelé. Ernotte qui a été à l'enterrement, tout du moins à la cérémonie de Thierry Ardisson. Je rappelle, quelle chaîne de télé où Ardisson œuvrait qu'il l'a viré comme un malpropre? C'est bien France 2. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Alors nous avons Léa Salamé. Alors Léa Salamé à la rentrée, elle garde son émission toute une époque, mais elle va présenter aussi le journal de 20h et sera également présente sur les événementiels en tant qu'intervenante, intervieweuse. Vous avez Monsieur Cohen. Monsieur Cohen, lui, va récupérer ses... C'est à vous. Puisque Elisabeth, je ne sais plus quoi, apparemment, elle s'en va. Plus, il a une émission sur la chaîne de l'INA, plus France Inter, ou Europe 1. Non, France Inter, bah oui, non, pas Europe 1. Et puis Nagui, le présentateur consensuel à 100%, bah oui, toujours fidèle au poste. Hein. Si vous voulez, l'étau se resserre de plus en plus. Et d'ailleurs, vous avez déjà des présentateurs, etc., qui ont été remerciés, puisque apparemment l'émission Romeshko, il a dégagé, puisque le chiffre et les lettres ont été arrêtés. Il y a Question pour un champion qui a été arrêté. Qui va être arrêté, non, qui est déjà arrêté. Enfin bref. Donc, mais bon, il faut savoir une chose quand même aussi, c'est que la télévision traditionnelle est en crise. Ils ont de plus en plus de mal de trouver des annonceurs, ils ont de moins en moins d'issues pour faire développer leur chiffre d'affaires, etc. Donc, il y a aussi ce paramètre-là qui est à prendre en ligne de compte. Mais bon, ceci dit, à partir du moment où tu fais des programmes de merde, bah... c'est comme la bouffe, hein. Si vous allez dans un restaurant et puis que la bouffe est dégueulasse, vous n'allez pas y revenir une deuxième fois, vous n'êtes quand même pas maso. Bon bah la télé c'est pareil, hein. Si vous faites des programmes de merde, là apparemment Interville avec Nagui, ça ne marche pas du tout. C'est une catastrophe. C'est bidon en fait, c'est complètement bidon. Enfin bon, de toute façon, mon pauvre Nicolas, tu vas continuer à payer parce que tu n'as pas le choix. Parce que tant que tu ne changeras pas le système, tant que tu ne feras pas une révolution, tant que tu ne feras pas un coup d'État pour virer toutes ces merdes, eh ben mon pauvre Nicolas, tu vas continuer à payer. Et tu vas continuer à payer encore plus cher. Quitte même, ils vont faire en sorte que tu aies une tutelle à l'accès de ton argent. Parce que l'euro numérique, il va vous tomber sur le coin de la tronche plus vite que vous croyez. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et d'ici là, gros bisous.